Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons revenir sur le mécanisme de partage des revenus dans le secteur minier au Cameroun. Est-ce que les revenus sont collectés de manière optimale? Est-ce que finalement les ressources qui sont collectées sont repartagées comme il se doit aux populations? Nous allons interviewer Eric Bissou. Il a fait partie d'une équipe d'experts qui a analysé ce problème au niveau du Cameroun. Il a accepté de répondre à nos questions. À son arrivée au pouvoir, le président Joseph Biden a fait de grandes annonces. Nous allons être favorables à un impôt minimum des sociétés multinationales afin de garantir la justice fiscale. Il était à 21% lorsqu'il a fait cette déclaration, mais récemment, il est descendu à 15%. Lucas Milan est un expert chercheur au sein de Tax Justice Network. Il va décortiquer pour nous cette décision de l'administration américaine. Enfin, nous allons aborder d'autres thématiques relatives à la fuite des capitaux avec le chercheur et professeur Kako Nobupo. Il est originaire du Togo et il va nous faire un petit commentaire sur comment la fuite des capitaux est prise en compte dans le cadre de la mise en place de la nouvelle monnaie. Et puis, nous aborderons aussi la question plus large des flux financiers illicites avec un journaliste économique togolais, Tiakre Kakbo, qui nous donnera son impression. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale. Pour ceux qui le peuvent, aller sur notre page de taxcast.net et aller sur l'onglet en français pour écouter la totalité de nos podcasts. Vous pouvez interagir avec nous sur notre page de Facebook, Impôts et Justice Sociale, ou bien sur la page Twitter, #Impôts Social. Et pour ceux qui ont Stitcher, vous recherchez Impôts et Justice Sociale et vous serez servi. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Madame, Messieurs, je le disais en une de ce podcast, le Cameroun est un pays riche en ressources minières et ses populations s'attendent à ce que du fait de cette richesse, que leur vie soit plus améliorée. Mais est-ce le cas? Une étude qui a été menée par le CRADEC, le Centre régional africain pour le développement communautaire et endogène, une ONG membre du réseau Tax Justice Network, a mis en avant le fait que les ressources finalement ne sont peut-être pas distribuées à leur niveau optimal. C'est une discussion que nous avons eue pour ce podcast avec Michel Bissou. Il fait partie de l'équipe des experts qui a travaillé sur cette question. Il a répondu à nos questions au micro de Jean-Christian Bernard Sellel, un jeune journaliste camerounais qui s'intéresse aux questions extractives. Écoutez l'entretien. Récemment, vous avez contribué à un rapport sur le partage des revenus dans le secteur minier au Cameroun. Quelles sont les grandes conclusions auxquelles vous êtes parvenu? Alors, c'était une étude dont j'ai eu le plaisir de travailler, dans laquelle j'ai eu le plaisir de travailler avec M. Eric Etoga, M. Eric Bizil. Dans cette étude, il faut dire que lorsqu'on parle de partage de revenus issus du secteur minier au Cameroun, il faut prendre en compte deux réalités. La réalité des principes, quels sont les principes en matière de partage de bénéfices au Cameroun, de revenus du secteur minier au Cameroun, mais également quels sont les mécanismes en vue de l'effectivité du partage de ces dits bénéfices ou revenus du secteur extractif. Alors nous nous sommes rendus compte que les principes existent. Il y a des principes qui sont consacrés notamment dans le code minier de 2016. Il faut bien partager la redevance minière, la taxe ad valorem, la taxe à l'extraction. Il est prévu le partage de la redevance superficiaire. Mais ça, ce sont des principes. Maintenant, sur le plan des mécanismes de ces partages, du fait que nous soyons dans l'attente du décret d'application du code minier de 2016, on peut se rendre compte que nous n'avons pas achevé le processus. Il y a des principes de partage
de bénéfices, mais les mécanismes sont inachevés. Donc, c'est ça l'un des principaux résultats de cette étude. On parle surtout d'une fiscalité minière qui n'est pas adaptée aux besoins des populations qui attendent de la mine. Quels sont selon vous les points de fragilité sur la fiscalité du secteur minier pour ce qui concerne le Cameroun? Bon, je ne dirais pas qu'on parle d'une fiscalité non adaptée. Moi, je parle plutôt d'une fiscalité qui fait face à de nombreux défis, vous voyez, ou alors qui est inefficace. J'en veux pour preuve, lorsque vous regardez la loi de finances de 2015, qui montrait qu'on prenait la taxe ad valorem pour les matières précieuses, n'est-ce pas, les pierres précieuses, on était passé de 8% dans le code minier à 20% dans la loi de finances. Lorsque vous prenez les métaux précieux, l'or pratiquement, on est passé de 4% dans le code minier, si je ne me trompe, à 15% dans la loi de finances. Des éléments de fiscalité comme ça n'encouragent pas à ce que les investisseurs viennent, déclarent leurs revenus et concourent à ce qu'on puisse collecter des revenus de manière optimale. Un autre fait d'actualité, c'est que la loi de finances de 2019 actuellement fait en sorte que nous passons en termes de droits de douane, nous passons de 2% à 10%, notamment pour le diamant. Ce sont des faits qui font en sorte que les déclarations ne peuvent pas être fiables. Les opérateurs artisanaux qui sont sur le terrain ne peuvent pas être incités à venir déclarer leur production ou alors leurs revenus parce qu'à un certain moment donné, on se rend compte que la fiscalité au Cameroun n'est pas très efficace. À partir de ce moment, les attentes en bout de chaîne, en termes de partage des revenus collectés, on ne peut pas parvenir à satisfaire ces attentes parce que dès le départ, même des gens ne collectent pas les revenus. Donc, c'est ça le grand défi que nous avons avec cette fiscalité. Du coup, le riverain qui est dans une localité, qui voit bien qu'on exploite artisanalement de l'or chez lui, mais est surpris qu'il n'y ait pas cette contribution ou alors cet impact, c'est parce que dès le départ, les déclarations ne sont pas, entre guillemets, suffisamment fiables et réalistes parce que les opérateurs, les artisans miniers se retrouvent en train par moment de vouloir éviter la fiscalité qui à un moment donné démontre que le potentiel fiscal camerounais dans le secteur minier est assez élevé. Comparaison n'étant pas raison, mais lorsqu'on regarde dans la sous-région, ce sont des taux qui n'encouragent pas et qui peuvent encourager la circulation de l'or camerounais dans les circuits informels ou alors qui peuvent encore concourir à exploiter la porosité de nos frontières et on se retrouve avec des déclarations qui ne sont pas suffisamment efficaces. Donc ça c'est l'un des défis qu'on peut relever. Mis à part le mode de collecte des revenus, il y a un défi sur le mode de répartition de ces revenus-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème dans la répartition des revenus qui ont été collectés des ressources minières? Il faut dire ces attentes en termes de répartition de ces revenus-là. Une fois de plus, on revient toujours sur l'efficacité de la collecte. Parce que vous voyez le Cameroun, lorsqu'on parle de répartition de ces revenus, vous voulez qu'on parle de répartition de quel revenu? Du secteur industriel? L'exploitation industrielle au Cameroun, minière industrielle au Cameroun n'est pas véritablement une réalité. Le projet Géovic pour l'exploitation du nickel cobalt n'est pas effectif. Le projet d'exploitation du diamant de Mobilon, actuellement, c'est un projet qui n'évolue plus. Le projet d'exploitation du fer de Mbalam, c'est un projet qui n'a pas démarré, à cause notamment de la chute du coût des matières premières, notamment du fer. Donc, vous voyez l'ensemble des projets, là où on a eu des permis industriels sur lesquels le Cameroun comptait véritablement se lancer, font en sorte qu'actuellement, il n'y a pas cet apport du secteur minier industriel. Sur le plan artisanal, oui, il y a des communautés, on a des artisans locaux, il y a le cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier qui accompagne, qui fait l'effort à son niveau d'accompagner dans la mécanisation et la canalisation de l'or. Mais on ne peut pas dire véritablement qu'il y a ces revenus à partager. À partir de ce moment, cela demande qu'on soit un tout petit peu réaliste en termes d'attente du secteur minier camerounais. Vous voyez aujourd'hui, il y a tout de même une parafiscalité locale qui s'est développée pour ce qui concerne les ressources de carrière. Dans certaines localités, dans les communes, vous allez voir lorsqu'un camion de sable ou de gravure de pouzzolane sort, il y a une quote-part qui est déversée à la commune et une quote-part qui est déversée à la localité riveraine qui abrite le projet. Ça, c'est une parafiscalité locale qui s'est développée, qui a d'ailleurs motivé certains débats au sein de la scène politique et de la scène publique camerounaise en ce qui concerne les compétences dévolues aux collectivités territoriales en matière de gestion du secteur minier, mais également le niveau d'intervention à les compétences dévolues au ministère en charge des mines. Au regard de cela, la proposition que nous pouvons faire, c'est d'être tout simplement dans l'attente des textes d'application, du décret d'application du code minier, mais également du décret d'application du code général des collectivités territoriales. À partir de ce moment, on aura une meilleure lecture de la répartition des compétences des uns et des autres et on pourra mieux débattre sur ce qui est attendu en termes de redistribution de ces revenus et de l'efficacité ou de la performance des mécanismes de redistribution de ces revenus au niveau des collectivités territoriales décentralisées.
Quelles sont les options et les solutions dont dispose le Cameroun pour pouvoir résoudre ces problèmes? Est-ce que des pistes comme le report des activités d'entreprise pays par pays, l'identification des propriétés réelles ou encore la publication des registres, est-ce qu'il s'agit là de solutions qui peuvent être un point de départ pour limiter la fuite des ressources et augmenter les capacités de partage et de bénéfice des revenus miniers pour les populations? D'accord. Derrière votre question, il y a même déjà quelques pistes de solutions. Mais il faut dire déjà la première piste vers laquelle il faut tendre, c'est la signature et la publication du décret d'application du Code minier de 2016. C'est aujourd'hui une nécessité, c'est une urgence parce que plusieurs activités en dépendent. L'harmonisation entre la collaboration entre certains départements ministériels en dépend également. Il faut le décret d'application de ce code minier. D'autant plus que dans ce code minier, il est prévu la mise en place d'un compte spécial de développement des capacités locales. Il faut bien que le décret d'application vienne dire comment ce compte va fonctionner, comment il va être hébergé, bref, les modalités de fonctionnement de ce dit compte. À côté de cela, il y a bien évidemment un fonds de développement du secteur minier et un fonds pour la réhabilitation, la restauration dans le secteur des questions environnementales dans le secteur minier. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on parle de redistribution, il faut, aujourd'hui, dans le code minier, on parle de redistribution de la redevance superficielle, mais il faudrait bien que le décret d'application vienne préciser comment on va redistribuer cette redevance superficielle annuelle. C'est l'une des innovations d'ailleurs du code minier de 2016. Il en est de même de la taxe ad valorem, de la taxe à l'extraction pour ce qui est des substances de carrière. Ça, c'est l'une des pistes. La deuxième piste de solution que nous devons avoir, c'est de tenir compte aujourd'hui du fait que, oui, il y a une Société nationale des mines qui est créée. Cette Société nationale des mines va permettre, au regard de ses missions, lorsque vous lisez son décret, le décret portant création de la Société nationale des mines et les décrets portant approbation des statuts de la Société nationale des mines, vous voyez bien que cette Société nationale des mines pourra venir aujourd'hui limiter les impacts négatifs dus à l'attente incessante des projets miniers industriels. Aujourd'hui, avec la Société nationale des mines, on pourra combler ce vide-là. Donc, c'est un projet nouveau, c'est une structure nouvelle. Il y a beaucoup d'attentes qui sont fondées sur elle, mais il faut comprendre que c'est un processus, ça va prendre du temps. Mais aujourd'hui, c'est quand même une piste de solution à travers la Société nationale des mines. L'autre élément, c'est qu'il faut également tenir compte de l'accompagnement ou alors l'amélioration du suivi des initiatives internationales de gouvernance auxquelles le Cameroun a adhéré. Je pense ici au processus de Kimberley et également à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ce sont des pistes qui peuvent permettre d'encadrer les défis ou alors les goulots d'étranglement que nous rencontrons en matière de gouvernance du secteur des industries extractives. À titre d'exemple, en ce qui concerne l'ITIE, vous avez bien fait de parler des propriétés effectives, de transparence des contrats. Tout ça, ce sont des éléments qui sont pris en compte dans la norme ITIE actuellement en vigueur, la norme ITIE de 2019, à partir de laquelle le Cameroun pourra permettre aux différentes parties prenantes, à l'opinion publique, de rassurer l'engagement de l'État de faire du secteur minier une réalité et de faire du secteur minier un levier de développement. Bon, au regard de tout cela, il faut quand même admettre que le Cameroun est un pays qui n'est pas véritablement un pays minier à l'exemple du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée ou du Ghana ou encore du Botswana. Le Cameroun est tout simplement un pays ambitieux dans son secteur minier. Il y a beaucoup d'attentes. Vous l'avez vu, on parle d'attentes en matière de partage des revenus, mais avant de partager, il faut collecter. Avant de collecter, il faut que le projet soit effectif. Et pour que le projet soit effectif, il faut qu'ensemble, on puisse constater cette réalité. On a un code minier qui se veut certes attractif au-delà des limites, comme vous avez vu, avec parfois les conflits de compétences entre la loi de finances et le code minier, mais à la réalité, on se rend compte qu'in fine, le Cameroun est un pays ambitieux. Cela démontre la suffisance des ambitions des autorités, des pouvoirs publics du Cameroun, de la volonté de la société minière, de la Société nationale des mines à vouloir porter le Cameroun au devant. Cela montre l'engagement de la société civile au regard de tout ce que vous entendez, le travail qu'a la société civile, mais également de l'intérêt que portent les entreprises extractives au secteur minier camerounais, dont les indices de potentiel minier n'est plus à démontrer. Et comme autre piste de solution pour qu'on ait un partage des revenus issus du secteur extractif, il convient déjà de saluer la signature de l'instruction d'avril 2021 par le directeur général du Trésor et de la coopération financière monétaire. Cette instruction qui permettra à l'avenir d'avoir une meilleure connaissance en termes de stock matière et de valeur de notre or après que cet or soit affiné. Et il y a tout un processus, il y a tout un projet qui est mis en œuvre dans ce sens au niveau de la direction générale du Trésor. Ce sont des éléments qui permettront, une fois qu'on ait une meilleure connaissance en termes monétaires et en termes de stock matière de notre or, qui permettront d'avoir maintenant une meilleure lecture ou alors une meilleure réalité en termes de partage de revenus. Pour le moment, nous sommes encore dans des approches purement théoriques parce que nous sommes un pays ambitieux, mais plus tard, progressivement, le ministère en charge des Finances
pourra véritablement accompagner l'effectivité des transferts transnationaux, notamment pour ce qui est de l'exploitation des ressources d'or, avec des acteurs qui sont tout autour. Il y aura la Sonamine qui va remplacer le CAPAM, qui est le cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier, et puis toutes les autres entités du ministère en charge des mines. Selon vous, comment est-ce que se porte le secteur minier du Cameroun? Le secteur minier du Cameroun, si on part sur la base d'un code minier qui a été publié en 2016, si on part sur la base que les projets miniers ne sont pas encore effectifs, on peut se dire que le secteur minier camerounais est un secteur qui est en perpétuel développement. Mais le Cameroun n'est pas un pays minier tel que les autres pays comme le Ghana, le Botswana, lorsqu'on parle d'exploitation artisanale. Donc véritablement, le Cameroun est un pays qui est ambitieux, mais son secteur minier pour le moment est en pleine construction, tant sur le plan juridique, légal, législatif, politique, que sur le plan même de l'activité minière. On a une activité artisanale qui existe, mais elle-même, elle continue d'être encadrée au regard des standards nouveaux dans le secteur minier et des défis que rencontre le secteur minier camerounais au regard avec les questions liées à la décentralisation, des questions liées à la protection de l'environnement. Donc c'est un secteur qui est en construction permanente. Chaque acteur, l'État, la société civile, les entreprises, les artisans eux-mêmes participent de la construction de ce secteur. Une fiscalité minière qui ne permet pas de capturer toute la ressource, un mode de répartition qui ne permet pas de pleinement faire bénéficier la justice sociale aux populations. Il est vrai que certains se payent déjà à travers l'artisanat minier, mais au final, ces populations sont laissées avec un passif environnemental. Je me souviens de cette forêt où on a fait l'exploration minière dans une forêt. Et à ce moment-là, les poussières ont presque tué la possibilité pour les habitants locaux de pouvoir continuer à faire les champs. Mais c'est des questions que nous allons adresser certainement dans d'autres éditions de ce podcast. Allons tout de suite aux États-Unis. Le président Joseph Biden est arrivé pratiquement héros de la justice fiscale. Il a dit, nous allons être derrière une taxation moyenne pour les multinationales. Nous allons fixer tout cela à 21%. C'était ce à quoi s'attendaient les acteurs de la justice fiscale. Et le monde a festoyé. Mais aujourd'hui, il a fait machine en arrière. Il est redescendu à un niveau beaucoup moins ambitieux de 15%. Le débat peut se faire. Est-ce que c'est la meilleure approche? Est-ce qu'il ne faudrait pas plus taxer? Dans tous les cas, Lucas Milan, il est expert chez Tax Justice Network. Il y a des positions chez Tax Justice Network. Il va essayer de les partager avec nous. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui. Alors, Lucas Milan, le débat pour une fiscalité minimum des multinationales se poursuit chez plusieurs parties prenantes, y compris les parties prenantes africaines. Déjà, un premier enjeu, c'est le taux minimum à imposer. On a vu Joe Biden commencer avec une proposition à 21% et aujourd'hui il a 15%, mais aussi le seuil d'imposition, c'est-à-dire quel est le type d'entreprise qui pourra être susceptible de cet impôt minimal. Alors, quelles sont les tendances relativement à ces deux aspects? Un cadre commun pour la fiscalité des multinationales semble être à l'ordre du jour. Suite à de nombreux chocs économiques et nombreuses révélations sur l'évasion fiscale des multinationales, l'OCDE a lancé une proposition d'impôt minimal global sur les sociétés. Cela a bloqué pendant un certain temps à cause de Donald Trump, mais l'initiative s'est vue renforcée à l'arrivée de Biden. Il semble qu'il y a un suffisant consensus politique pour accorder un taux minimum pour les multinationales. Aujourd'hui, on parle d'un taux de 15 à 21%. On ne sait pas encore quel sera le produit des négociations. L'OCDE et autres groupes d'experts sont d'accord pour limiter pour l'instant cet impôt aux entreprises de plus de 750 millions en chiffre d'affaires. Le African Tax Administration Forum, l'ATAF, quant à lui, propose un seuil plus bas à 250 millions de chiffre d'affaires, qui permettrait donc à un plus grand nombre d'entreprises
de rentrer dans le champ d'application de ce nouvel impôt. L'autre grand enjeu de la fiscalité internationale aujourd'hui est celui de savoir comment seront répartis les bénéfices, enfin repartis les ressources qui pourront être prélevées auprès de ces multinationales. Déjà, il est question de comprendre est-ce qu'il vaut mieux avoir le modèle de répartition avant d'identifier le bon modèle de collecte, ou alors s'il faut d'abord collecter avant de penser à la redistribution de tout ce qui aura été mobilisé. Où est-ce qu'on en est avec ces discussions et surtout que l'Afrique s'intéresse particulièrement à cet aspect du débat? La question de la répartition des revenus entre tous les pays est centrale. Rien ne sert de définir un taux minimal d'imposition si chaque pays applique ce taux à une quantité essentiellement différente. C'est différent d'appliquer le taux minimal au bénéfice d'une entreprise ou au chiffre d'affaires ou à une part proportionnelle d'une de ces quantités calculée par une formule de répartition qui prend en compte l'activité économique réelle. En ce sens, l'OCDE propose un mode de répartition appelé GLOBE et le groupe d'experts BEPS Monitoring Group propose un système de répartition qui s'appelle MITER, Minimum Effective Tax Rate. Les deux systèmes reposent sur des formules complexes de répartition, mais le système MITER semble être plus dur contre les paradis fiscaux et rapporter plus de revenus aux pays du Sud. L'African Tax Administration Forum, l'ATAF, propose un mode de répartition plus simple, se basant sur le bénéfice total des multinationales qui sont répartis proportionnellement aux ventes dans chaque pays. Dans les prochains mois, on verra quelle est l'option qui est finalement mise sur la table. Certains experts défendent qu'il est plus important de choisir un mode de répartition juste et effectif que de pouvoir négocier immédiatement un taux d'imposition élevé. Merci Lucas Milan pour ces précisions, mais je rappelle que nous reviendrons dessus parce que toutes ces indications que vous donnez devront être comprises par les acteurs de la société civile africaine, mais aussi les dirigeants africains qui parfois n'ont pas toujours les outils nécessaires pour anticiper sur ces différents changements qui surviennent dans la fiscalité mondiale. Je me retrouve à Lomé où j'ai participé au colloque sur la future monnaie de la zone Afrique de l'Ouest. On parle de l'éco. Alors la question qu'on a posée, c'est est-ce que l'éco saura mettre un terme à la fuite des capitaux? Nous avons posé la question au professeur Kako Nobupo. Il est très réputé pour les questions de changement et de souveraineté monétaire dans cette zone-là. Écoutez sa réponse sur ce point précis. Et c'est quelque chose de multifonctionnel et de multitâche. Ce n'est pas nouveau, mais il ne faudrait pas que ces sorties de capitaux affaiblissent la future monnaie éco. Donc nous devons veiller à... Il y a même certains économistes qui disent qu'il faudrait rétablir le contrôle d'échange. Vous voyez? Oui, parce que si vous voulez garder un tant soit peu l'autonomie de votre politique monétaire, justement, vous devez vous assurer que si vous baissez les taux d'intérêt, les capitaux ne vont pas aller se placer ailleurs. Donc, on a vraiment en tête tout cet éventail et c'est pour ça que nous avons décidé de nous retrouver régulièrement pour faire le point. Mais c'est un travail d'envergure et ce n'est que le début du processus. On va sortir définitivement. Vous vous retrouverez certainement tout le temps maintenant. C'est une très bonne chose. Mais le peuple, le petit commerçant d'Adjamé, je ne connais pas les quartiers de Lomé, mais le Cotonou, de Douala, d'Abidjan, de Dakar, ce débat est devenu un peu trop aérien pour eux. Qu'est-ce que vous profitez pour leur dire, ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous leur dites par rapport à cet écho? Est-ce que ça va les sortir complètement de leur misère ou est-ce qu'il y a un processus où ils devront s'impliquer eux afin qu'ensemble, le projet que vous défendez puisse avoir du sens? Bien sûr, il n'y a pas de magie. Vous savez, en économie, il n'y a pas de magie. La production, c'est le fruit du travail et du capital. Ce que nous voulons faire avec ce schéma d'émancipation monétaire, c'est retrouver les instruments de la souveraineté économique, c'est-à-dire la monnaie et le budget.
Nous avons aussi profité de ce passage à Lomé pour discuter avec des journalistes qui travaillent sur les questions de flux financiers illicites. Nous avons demandé à Fiacre Kakbo, il est le rédacteur en chef de Togo First, un magazine économique togolais. Nous lui avons demandé, lui en tant qu'Africain, comment est-ce qu'aujourd'hui il voit le débat international sur les questions de flux financiers illicites. Écoutez Fiacre Kakbo, le rédacteur en chef de Togo First. Parlant des flux financiers illicites, on parle surtout de la responsabilité des entités et même des pays partenaires de l'Afrique, mais il y a une petite part de responsabilité qui est celle des États africains, et c'est une position que vous avez défendue lors d'une réunion sur la question des flux financiers illicites au Nigeria il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez détailler un peu votre pensée sur ce sujet de la responsabilité africaine face aux flux financiers illicites? Bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui se passer de cette responsabilité dans la mesure où la plupart du temps les autorités ou même des responsables à des niveaux supérieurs sont parfois impliqués ou offrent même des services dans des montages financiers qui n'arrangent pas forcément qui n'arrangent pas seulement leur pays. On peut parler par exemple sur des projets de concession où vous avez des autorités qui signent des contrats qui n'arrangent pas les pays. Donc il faut plus de responsabilité au niveau local avant qu'on ne demande à ce que la communauté internationale prenne ses responsabilités, parce que lorsque ces multinationales arrivent, ils s'adaptent à leur environnement, et si l'environnement est déjà corrompu, c'est sûr qu'ils ne feront pas les choses dans les règles de l'art. Nous avons quand même des multinationales comme Glencore, comme Vitol, des grandes multinationales qui ont des budgets qui parfois dépassent le PIB de certaines sous-régions africaines. Comment les gouvernements africains qui manquent de ressources monétaires peuvent faire face à de telles entités qui ont une aussi forte puissance financière? Oui, c'est aussi une question de fierté, parce que les pays appartiennent en fait aux locaux. Donc c'est vous qui signez les contrats. Si vous ne signez pas, on ne brandira pas une âme sur votre temple. Donc on pense qu'il y a des pays qui font très bien le travail. On a vu récemment le Bénin qui a essayé de repousser un peu Bolloré. C'est très essentiel. Ce n'est pas une question de chiffre d'affaires ou de capitalisation qui dépasse le PIB. C'est vous qui aviez votre matière première. Je prends le cas des matières premières. C'est vous qui offrez les contrats. Et si les contrats ne sont pas bons, ce n'est pas bien. Ça pénalise l'avenir des jeunes, ça pénalise l'avenir des générations à venir. Donc on peut dire que ces multinationales ont quand même sont en position de force, mais sur le plan local, on peut prendre des mesures, on peut être très 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 rigide sur leur arrivée. On peut leur offrir des environnements où ils n'auront pas à passer par des voies détournées pour faire sortir des capitaux ou pour faire de l'optimisation fiscale ou de l'évitement fiscal. Merci. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Togo First, le premier magazine économique au Togo, un pays de la zone UEMOA. Merci de l'entretien et au revoir. Merci. Merci Fiacre, et c'est la fin, n'est-ce pas, de ce podcast de ce mois. Je rappelle que nous avons abordé la question de la répartition des revenus du secteur minier au Cameroun, mais aussi les reculades de Joseph Biden qui créent peut-être le désespoir pour les pays africains qui avaient cru à un moment que la justice fiscale était en train de vraiment s'internationaliser. Nous allons revenir la prochaine fois pour d'autres éditions, mais d'ici là, portez-vous bien, continuez de porter des masques, continuez de vous protéger
car la pandémie rôde toujours. Et vous pouvez suivre le podcast sur notre page de podcast impotsociallipsin.com, Lipsin avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.imposetjusticesociale.com ou encore aller sur la page du Taxcast de taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français pour écouter la totalité de notre podcast ou la totalité de nos podcasts. Enfin, pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Facebook Impôts et Justice Sociale qui a déjà atteint 1500 likes. Nous vous disons merci pour ce soutien, pour ces encouragements, mais aussi notre page Twitter, #Impôts Social. Et pour ceux qui ont Stitcher, allez-y et cherchez Impôts et Justice Sociale. D'ici là, au revoir et à très bientôt pour une autre édition de la justice sociale et la justice fiscale en Afrique et dans le monde.